Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine Égaud. Et bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices de Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Cette semaine et la semaine prochaine, nous recevons une artiste incontournable de notre paysage culturel, Natacha Canapé-Fontaine, depuis Nuuk, la capitale du Groenland. En effet, Catherine, Innu de Pessamit, Natacha Canapé-Fontaine est bien connue comme autrice, slameuse, comédienne et militante. Pour elle, c'est toutefois la poésie qui résume le mieux sa vision du monde et son parcours. Après avoir publié pas moins de 4 recueils de poèmes chez Mémoires d'Encrier, Natacha Canapé-Fontaine nous propose maintenant son premier roman, Naetaquan, Un silence pour un bruit, publié en 2022 aux éditions XYZ. Un livre qui puise à son expérience personnelle, mais aussi aux réalités que partagent aujourd'hui bien des jeunes autochtones. Artiste multitalentueuse et prolifique, Natacha Canapé-Fontaine vient par ailleurs de lancer son premier CD, Nui Pimuten, Je veux marcher. Plongeant ses racines dans le slam, cet album nous fait découvrir ou redécouvrir les somptueux textes de Natacha Canapé-Fontaine sous un jour nouveau, apaisé. Dans cette rencontre touchante, Natacha Canapé-Fontaine pose un regard serein sur le chemin qu'elle a parcouru et ceux qu'elle veut maintenant explorer. Il sera plus particulièrement question dans ce premier épisode de poésie, d'écriture romanesque et de musique. Bonjour Natacha Canapé-Fontaine. Quoi, Catherine Égaud? Quoi? Natacha, vous avez grandi à Pessamit sur la côte nord et jusqu'à la fin de la petite école, en fait, vous n'avez parlé que l'innu. Vous avez commencé à parler français plus tard et puis vous êtes devenue autrice et vos poèmes, vous les avez d'abord écrits en français. Vous avez publié 4 recueils chez Mémoires d'Encrier. Quel rapport vous avez au fait d'avoir eu une langue maternelle d'enfance et après une langue dans laquelle vous créez? C'est comme s'il fallait toujours que je me rappelle que j'ai déjà parlé une autre langue, dans le sens que, par exemple, aujourd'hui, la langue dans laquelle je suis la plus à l'aise, c'est vraiment le français. Mais maintenant, depuis quelques années, je parle régulièrement l'anglais, puis je m'exprime en anglais beaucoup. Donc, c'est quand même 2 langues avec lesquelles je jongle beaucoup depuis 2-3 ans au quotidien. Mais c'est fou parce que c'est quand même 2 langues rapprochées, mais qui ont les mêmes racines, en fait. Puis c'est fou quand je retourne, par exemple, à lire sur ma communauté ou à faire de la recherche plus sur la culture Innu, quand je retrouve les mots en Innu Imun. Il y a vraiment comme toujours un effort, même le plus petit, le plus subtil, il y a toujours un effort à faire pour comprendre ou remanier un peu ma façon de penser les choses, le quotidien, le monde, dans l'instant présent, dès que j'entre en contact avec l'Innu. Donc, c'est quand même une langue qui est présente dans ma vie, mais chaque fois, vraiment, c'est ça qui me rappelle que je l'ai déjà parlé auparavant. Et aujourd'hui, elle est absente, je dirais, même presque absente, je dirais, de mon quotidien. Mais depuis quelque temps, quand j'essaie de m'exprimer plus en Innu, ça revient, mais il y a toujours un peu une tristesse à savoir que je sais que je l'ai déjà parlé, mais je la parle plus autant aujourd'hui. Même si l'effort est là de pouvoir la reparler le plus possible. Comme une mélancolie d'avoir déjà vécu dans cet univers-là? Ouais. Vous avez déjà dit que la poésie, ça résumait tout ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes fondamentalement une poétesse, même si vous faites bien d'autres formes d'art maintenant. Est-ce que vous avez encore le même point de vue? Oui, parce que auparavant, tu sais, au tout début, quand j'ai été en contact avec la poésie, en fait, je l'étais même à l'école secondaire. J'avais déjà écrit quelques poèmes, puis j'avais laissé tomber. C'est plusieurs années plus tard que j'ai repris la poésie, mais au tout début, je le voyais vraiment comme quelque chose qui venait. C'est un peu, je pense à l'époque, un peu encore la mentalité. Ça venait un peu du blanc, ça venait du monde extérieur pour nous dans ma communauté, puis même de la société dominante en quelque sorte. Puis avec le temps, en fait, j'ai compris à force de retourner, je suis retournée chez moi, mais ensuite à force de rencontrer des aînés,
de différentes communautés, des aînés autochtones, même qui parlent d'autres langues, puis finalement plus tard d'avoir rencontré des écrivains de tous les âges, mais surtout encore des écrivains plus âgés qui parlaient encore leur langue ou qui l'avaient perdue. Mais je m'étais rendu compte en fait que la poésie c'était pas seulement l'écriture ou le support, non plus le livre ou la littérature comme on pourrait le dire, mais c'est aussi une vision du monde, une vision je pense de l'individu, sa façon d'être dans le monde, sa façon d'être dans son quotidien, dans son environnement. Et en fait, à force de faire des recherches en philosophie Innu puis en philosophie autochtone depuis les quelques dernières années, ben je me suis rendu compte en fait que notre philosophie est fondamentalement une vision poétique du monde. Et je me suis dit, si je suis poète, c'est pas rien, si j'ai l'impression que c'est pas si difficile, dans le sens que l'écriture, oui, pourrait être difficile, surtout si le français est notre deuxième langue. Mais le fondement, même la poésie, en fait, elle est déjà en nous. Puis, depuis que j'ai pu donner quelques ateliers de poésie à des jeunes autochtones, c'est ça que je leur transmets directement. Je leur dis, j'ai longtemps pensé que c'était pas à nous, la poésie ou l'écriture, la littérature, mais en fait, on est des gens, c'est sûr, on était un peuple oral, mais on est des gens de littérature depuis très, 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 très longtemps. Puis si on perd justement l'accès à notre littérature, on perd accès à notre identité, à notre esprit. Puis la vision poétique, je pense, c'est la plus fondamentale de notre identité. Et depuis encore là, je le dis à tout le monde, à qui veut l'entendre, que nous sommes des poètes d'abord et avant tout, je pense. Puis quand je dis que je suis poète, je dis aussi que je suis Innu, en quelque sorte. Donc vous vous êtes comme réapproprié cette identité poétique Innu bien après avoir commencé de publier de la poésie, finalement. Pas juste après, mais déjà, je pense que, puisque c'était déjà là, c'était déjà en chemin, en processus. Il a juste fallu que je mette des mots là-dessus avec le temps, en fait. Et vous venez de faire paraître un roman, donc là c'est une autre forme d'écriture, ça s'appelle Nahuetl. C'est un roman assez long, c'est plus de 360 pages. Qu'est-ce que ça vous a imposé, à quoi ça vous a invité comme manière d'approcher l'écriture? Mais c'est comme si, en fait, avec la poésie, avec le temps, j'ai pu, comment on dit ça, non seulement forger, mais sculpter ma démarche, en fait. J'ai pu la travailler, puis m'emmener à voir ma propre façon d'écrire, d'entrer, non seulement en relation avec la poésie, mais aussi d'entrer dans cette vision-là, dans cet état d'esprit pour écrire la poésie, alors que le roman, c'est comme si, en fait, c'était pas tous les textes, là, mais c'est sûr, mais c'est tous les textes poétiques que je me permettais pas parce que je voulais être dans une économie de mots auparavant, être capable de dire le plus de choses possible avec le moins de mots possible. Parce que des fois aussi, j'étais dans une idée, j'avais l'impression que moins je mettais de mots, plus il y avait de possibilités de dire des choses qui sont innommables finalement. Et dans le roman, c'est comme si, après des années d'écriture poétique, ou en poésie, j'avais l'impression qu'il était temps peut-être que je m'ouvre encore plus, que je m'ouvre encore plus à mes lecteurs et lectrices, puis que en même temps j'avais tellement envie de raconter des choses plus spécifiques qui se disent pas en poésie non plus, étrangement, ou que j'ai toujours dit en poésie mais que j'ai jamais pu décrire en quelque sorte. Et c'est comme si le roman me permettait tout d'un coup de raconter une expérience que même si je la racontais en poésie, je pense que les gens où on aurait encore des limites à la comprendre profondément, alors que la fiction finalement elle nous aide avec un personnage ou quelques personnages à entrer dans une expérience et à en faire une expérience au final si on arrive justement à bien raconter cette expérience-là. Et je me dis, après des années de lutte aussi pour qu'on soit compris, pour qu'on comprenne que notre mentalité est différente, notre vision du monde est différente que celle qu'on pense qu'elle est en fait dans le monde contemporain, mais la nôtre est très très spécifique. Et je pense pour nous aussi, pour pas perdre notre identité dans le flot des sociétés occidentales, mais il faut aussi se rappeler qui nous sommes. Et je pense que la fiction peut nous permettre vraiment de reconstituer peu à peu ce que nous sommes justement dans le monde contemporain. Puis après, c'était pas forcé du tout, tu sais, c'était pas, j'avais pas prévu écrire un roman. Je pensais que ça allait même venir plus tard, l'envie de, tu sais, mais finalement, c'est comme le besoin de raconter cette expérience en particulier, qui était celle de ma jeune vingtaine, que maintenant j'ai 30 ans. J'avais envie aussi de clore peut-être une partie de ma vie qui était celle
d'expérimenter justement, mais de découvrir qui je suis. Et en sachant qu'il y en a plein d'autres qui vivent exactement ça au même moment, ben je me suis dit j'ai envie de raconter cette histoire-là, qui est celle de Monica. Mais peut-être d'une manière plus explicite que le permet la poésie. Ouais, la poésie donne beaucoup de place au lecteur finalement, qui interprète. Ouais. Justement, vous venez de parler de fuir le flot, l'agitation. C'est exactement ce que fait votre personnage, Monica, dans Nahuetaquen. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de Monica? Oui, Monica, son point de départ, c'était le mien, en fait. C'est d'avoir grandi en famille monoparentale. Moi, à Bécomo, elle, à Forestville, donc il est quand même tout proche de Pessamit, quand même. Puis d'avoir passé l'enfance à Pessamit, mais de n'avoir aucun souvenir finalement, parce que ce qu'elle a vécu, elle, avec sa mère, est tellement comme c'est un lot de traumatismes qui lui ont été amenés en fait par la vie, qu'elle comprenait pas et qui a fini par l'engourdir en quelque sorte. Puis ça fait plusieurs années qu'elle se trouve à Montréal, puis elle se cherche encore, mais elle sentait que l'art ou l'histoire de l'art l'interpellait, mais après elle se rendait dans ses cours puis elle comprenait pas, ça la stimulait pas assez finalement, puis elle a été dans l'idée d'abandonner ses cours et elle était en train de le faire dans le sens qu'elle y allait plus, puis elle sentait plus vraiment le pouls de ça. Puis c'est en allant au musée d'art contemporain parce qu'elle écrit pour le journal étudiant de son université qu'elle se rend dans une exposition d'une artiste autochtone que j'ai nommée qui est Rebecca Bellemare, qui elle-même pour moi a été un déclencheur dans ma vie personnelle début vingtaine, dont les œuvres sont tellement fortes, tellement criantes de vérité que Monica finalement commence à ressentir quelque chose dans son corps, mais elle sait pas c'est quoi. Mais elle fait la rencontre de Catherine, qui est une jeune Anishinaabe qui est en plein, elle, dans son identité, dans sa culture, tandis que Monica, elle est plus ou moins consciente qu'elle est autochtone. Tu sais, c'est aussi le fait d'avoir soit être tellement dans ses traumatismes, soit ne pas avoir reçu assez d'informations sur sa culture, qui fait à un moment donné on est tellement aussi absorbé par la société québécoise qu'à un moment donné, on oublie on peut oublier de son identité. Et c'est ce qui se passe. Finalement, ces deux personnes-là s'accompagnent chacune dans leur cheminement, mais surtout pour Monica, parce que en Catherine, elle voit quelqu'un qui est en plein dans son identité, en plein dans sa culture, qui connaît tellement de choses sur le monde, sur les autres sociétés autochtones. Et finalement, elle voyage avec elle à Vancouver. Finalement, au bout d'une chicane, elles avaient prévu aller au Mexique ensemble, mais au bout d'une chicane, elle laisse Catherine à Montréal, puis elle va au Mexique toute seule. Là-bas, elle fait la rencontre encore de plein d'autres autochtones, mais surtout des femmes. Elle se rend compte que si elle veut continuer à être dans la rencontre avec d'autres peuples, il faut qu'elle sache qui elle est. Puis elle décide de retourner à Pessamit. Et c'est là, en fait, où elle apprend plusieurs choses. Pour moi, ce que j'ai voulu faire avec ce livre-là aussi, c'est de démontrer, sans dire le reste, c'est de démontrer quand on se rapproche de notre identité autochtone, vraiment spécifiquement autochtone, mais peut-être d'autres cultures pourraient éventuellement se rapprocher à ça, mais pour nous, plus on se rapproche de notre identité, plus l'invisible puis le visible finissent par se rapprocher aussi. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu démontrer avec le roman, ma perception des choses dès que on se rapproche de nous-mêmes, de notre identité. En tant qu'autochtone, c'est vraiment dès qu'on se rapproche des légendes aussi, donc de la mémoire collective, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la réalité qui bouge puis qui change en fait. Et c'est une chose que vous faites vous-même. Vous avez dit dans plusieurs entrevues que vous étiez allé en forêt, puis que ça vous avait vraiment apaisé, que ça vous avait reconnecté. Vous avez parlé de la langue aussi, de se reconnecter avec votre langue maternelle. Donc vous êtes dans cette période-là aussi de se reconnecter un peu avec l'endroit d'où on vient. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas écrit une espèce d'autobiographie ou d'essai? Pourquoi êtes-vous passé par la fiction et par un personnage qui s'appelle pas Natacha, qui s'appelle Monica, qui vont... Mais parce que Monica spécifiquement, c'est vraiment oui, c'est mon expérience, mais c'est le tissage de plusieurs expériences à la fois, de plusieurs autochtones, plusieurs jeunes femmes, des expériences que je n'ai pas aussi. L'expérience de Catherine dans le livre aussi, c'est pareil, c'est pas nécessairement mon expérience, donc
et les autres personnages ont chacune une expérience différente en tant qu'autochtones. Donc c'est vraiment, la fiction pouvait vraiment comme m'aider à raconter non seulement celle de Monica et un peu la mienne au travers. Donc comme je disais, le point de départ qui m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui, mais je me suis dit, si je me rapproche de toutes ces expériences-là, qui sont très communes, qui peuvent être communes à plusieurs personnes à la fois, à toutes sortes de personnes autochtones qui sont à différents niveaux de leur identité, j'ai envie de dire. Je dis pas qu'il y a des niveaux, mais tu sais, il y en a qui sont moins proches, qui essaient de comprendre plus leur relation à ça, ceux qui ont grandi là-dedans, qui vivent avec ça en ville, ceux qui vivent dans les communautés. Tu sais, tout le monde a vraiment un point de vue très, très différent. Mais en même temps, l'expérience est commune. Celle d'être autochtone au Canada est vraiment très spécifique. Et encore plus celle d'être au Québec. Puis c'est ce que j'ai voulu montrer avec le roman aussi. C'est que en plus, il va être je peux le dire maintenant, il va être traduit en anglais en 2023. Il va être publié en 2023 en anglais. Puis ce que j'imagine quand il va sortir en anglais, ou j'espère que surtout les autres personnes autochtones vont comprendre aussi que Monica raconte une expérience d'être autochtone au Québec, donc en tant que francophone, en tant que être francophone au Canada aussi. Donc il y a aussi, il y a des écarts entre être autochtone francophone au Canada puis être autochtone anglophone. L'expérience est très très différente. En même temps, c'est que j'ai voulu me joindre à toutes ces voix-là, continuer à me joindre à toutes ces voix-là, et de raconter vraiment une expérience spécifique qui n'est pas nécessairement la mienne non plus. Est-ce que vous avez écrit le livre que vous auriez aimé lire il y a 5 ou 10 ans? Parce que vous disiez, moi, je me cherchais beaucoup. Est-ce que c'est une espèce de main que vous tendez aux jeunes autochtones, même si vous êtes encore vous-même très jeune? Mais je me suis jamais posé cette question-là, mais je pense que oui, je pense que c'est parmi les livres que j'aurais voulu lire, ouais. Ah, j'ai pas pensé à ça. Je me sens toute émue. Non, mais en même temps, c'est parce que j'ai quand même une quête personnelle depuis plusieurs années, c'est d'être le genre de modèle que j'aurais voulu voir, tu sais. Mais j'ai pas pensé à l'écriture de ce roman, ou même peut-être aller aux autres livres que j'ai écrits, si c'est le genre de livre que j'aurais voulu lire. Mais c'est vrai que Nahuatl, je pense que c'est le livre que j'aurais voulu. En fait, il y a beaucoup de moi, c'est sûr, là-dedans tout au long, là, tu sais. Mais ma façon de vivre les choses, mais je sais que c'est une façon autochtone de vivre les choses aussi, tu sais, donc c'est pas juste la mienne. Et je pense que c'est un livre qui m'aurait fait du bien. Ben, il m'a fait du bien à l'écriture, en fait, mais c'est déjà ça. Oui, c'est ça. Mais en tant que jeune, je pense que ça m'aurait fait du bien de lire ce genre de livre il y a 10-15 ans. Je respire sous l'eau, dans les tourbillons d'air. Est-ce que mes branches y s'ouvrent? Je respire. Le pire, ma vie tient entre les vagues, comme un rocher sans son littoral. La rive sous mes pieds, c'est le fond de l'océan. Seul ici, je vois les outards passer au-dessus. Mon ciel est bleu d'ici et le soleil court. Mon envol est fait du souffle des masses des montagnes qui se retrouvent sur les rivages où mon corps, où j'étends mon corps, je m'allonge, je respire. Vous
parliez tout à l'heure de la traduction de vos écrits. Votre poésie a été traduite. Votre roman va être bientôt traduit. Vous avez beaucoup de talent. Vous avez vraiment beaucoup de talent. L'écriture poétique, l'écriture oui, de romans, la traduction littéraire. Vous avez co-traduit avec Ariane Desrochers 2 livres de Léane Beta-Samosake. Et puis maintenant un nouveau talent qui vient d'être rendu public. J'imagine qu'il n'est pas neuf, que vous aviez déjà, mais qui vient d'être rendu public. C'est un disque qui n'est pas de la chanson. Ça vient vous venez du slam. Vous avez longtemps fait du slam. Ouais. Là, vous venez de faire paraître Nui Pimuten, qui est un mini disque qui est absolument magnifique. C'est à la fois très très puissant et très tendre, très envoûtant, dans lequel vous dites des textes plus que vous les chantez en Innu Aimun et en français. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet-là? Oui, t'en fais pas, moi je le prononce Nuit Moudane, qui est plus dans le dialecte de Pessamit, là, fait que... Ah bon? Mon accent de Pessamit n'est pas encore très bon. J'avertis toujours les gens, vous en faites pas, c'est bien pareil. Ok. Mais c'est, en fait, ça vient surtout du spectacle que j'ai commencé il y a 3 ans. En fait, c'est fou parce que le disque puis le livre sont sortis à 2-3 semaines d'intervalle. Même si le disque était prêt depuis le printemps, en fait, mais on s'est dit que pour faire coup sur coup, ce serait bien de les faire en même temps. Puis finalement, il y a des gens qui m'ont dit que l'un suivait l'autre très très bien, en fait. Puis j'étais comme ok, c'est bien. Mais c'est ça, Nuit Moudane, c'est un projet de spectacle que j'avais depuis vraiment très longtemps, dans le sens que j'ai vraiment commencé par le slam et à lire de la poésie. C'est presque en même temps que j'ai commencé à écrire de la poésie. J'ai commencé à Rimouski il y a 10 ans maintenant, puis pendant des années, j'ai fait des lectures de poèmes ou de slam sur des petites scènes ici et là au Québec, à Montréal surtout, puis j'ai pu même voyager dans le monde avec ça, dans des festivals, etc. Mais pendant quelques années, j'avais fait une pause parce que je faisais que des petites lectures ici et là, donc c'était assez fatigant d'être toujours en train d'aller d'un côté et de l'autre, puis en même temps ça m'a aidé à commencer à vivre de mon art en fait là, mais c'était toujours des petites demandes entre 10, 15, tu sais, même 5 minutes des fois là, mais je faisais des premières parties et tout ça, tu sais, en tout cas. Puis j'avais vraiment envie, après un moment, j'ai pris une pause de plusieurs années parce que je rêvais de faire un spectacle d'1 heure ou d'1 heure et quart avec la musique et tout ça, puis avec le temps, ça, j'avais amassé un peu cette expérience-là de jouer avec des musiciens, avec des bands. Fait que je me disais, un jour, j'aimerais vraiment prendre le temps de faire ça, tu sais, fait que la pause me permettait aussi de réfléchir à ce que je voulais vraiment, tu sais, À un moment donné, j'ai rencontré l'équipe de La Tribu, notre maison de disques, mais aussi notre agence de spectacle, Tire le Coyote, Émile Procloutier, des gens dont je m'étais rapprochée dans les dernières années parce que là, justement ce qu'ils faisaient ressemblait beaucoup à ce que je voulais faire. Puis ensuite chez La Tribu, on m'a représenté Emmanuel Gas, que je connaissais déjà, mais on s'était pas revus depuis plusieurs années. Puis là, nos parcours se sont vraiment comme remis sur le même chemin, j'ai envie de dire, à ce moment-là. Puis on a commencé à travailler sur ce projet de spectacle qui, sur le coup, avait pas de nom, mais je me suis dit, je sais que ce que je veux faire, c'est vraiment marcher avec mes ancêtres, retourner dans le territoire, en poésie. Même la tournée me permettrait vraiment de continuer à voyager au Québec, parce que ça me donne aussi toujours le pouls de qu'est-ce qui se passe dans différentes communautés, dans le moment présent, politiquement, socialement aussi. Et partager de la poésie, c'est ma première passion. C'est je dirais même que c'est mon identité totale, c'est d'être sur scène, là. Ouais. Avec la poésie. Fait que j'ai fait ce spectacle-là. On a monté ce spectacle-là. Ça fait 3 ans qu'on est en tournée. Même, on a déjà commencé à tourner dès le début. Avec même des textes qui étaient qu'on venait de casser sur scène. Et avec le temps, on s'est dit, on veut enregistrer une petite partie, puis on verra comment que les gens réagissent. Puis c'est sûr, nous autres, on est toujours avec ces textes-là, tu sais, fait qu'on savait pas comment que les gens les prenaient, même si on faisait des tournées, puis on voyait différents publics. Fait que je suis vraiment surprise l'accueil des gens, tu sais, parce que je m'étais dit, voici un petit album qui porte les chansons du spectacle. Peut-être il y a plein de gens qui les ont déjà entendues, mais
finalement. Si ça crée comme pas une surprise, mais vraiment un bel accueil. Nuit mondaine. Menarwa. Ude nojmet. Engwen johok. Babagasik. Eniganda. Odesit. Jim Hogo. Niganesh. 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 Catherine Egault s'entretenait aujourd'hui avec Natacha Canapé-Fontaine, poète, romancière, comédienne et chanteuse inou. Un grand merci à Natacha Canapé-Fontaine de nous avoir ouvert les portes de son univers artistique depuis Nuuk, au Groenland. Merci également à Pierre Degagné à la régie. L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Pour redécouvrir nos invités à travers nos entrevues, consultez le site www.missioncheznous.com. À très bientôt, Mathieu Lavigne. À très bientôt, Catherine Egault. Un grand merci de votre fidélité, chers auditeurs et auditrices de Confluent. Rendez-vous la semaine prochaine pour le 2e épisode de cette grande entrevue avec Natacha Canapé-Fontaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio VM et de Radio Galilée.